Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la 61e émission de Place à la démocratie. Et j'ai un invité très spécial aujourd'hui qui a accepté une interview sur comment sauver notre pays. Il est bien placé pour le connaître en profondeur, ce pays. J'ai l'honneur d'accueillir ce soir le général André Coustou. Bonsoir général. Bonsoir madame, et bonsoir à tous nos auditeurs, et en particulier aux Auvergnats, parce que je crois qu'il y a des Auvergnats, non? Oui, il y en a quelques-uns effectivement, et nous avons aussi la chance d'avoir des gens qui nous regardent d'outre-mer, qui sont très fidèles à l'émission, et également des expatriés un petit peu partout dans le monde. Alors général, merci d'abord grandement d'avoir accepté cette invitation de Place à la démocratie. J'aimerais tout d'abord saluer et remercier pour avoir fait l'intermédiaire Armel du magazine Nexus. Vous retrouverez d'ailleurs en lien de cette émission en description les deux interviews que le général Coustou a bien voulu accorder au magazine Nexus, et vous en apprendrez nettement plus sur ce qu'il défend et comment il voit notre pays. Mais avant tout, on va parler de vous, général Coustou, et regardez un petit peu quel a été votre parcours. Vous dites vous-même que vous n'êtes pas un intellectuel, mais que vous connaissez bien ce pays et que vous l'avez servi avec tout votre cœur. Quel a été votre parcours? Alors déjà, je vais avoir 79 ans dans quelques jours. Je suis né un vendredi 13 et par césarienne. Peut-être que c'était prémonitoire du troublion que je suis devenu. Bon, je suis issu d'un milieu très modeste. Ma mère était d'une famille immigrée de 14 enfants, famille italienne, et mon père était orphelin de père dès l'âge de 7 ans. Voilà, donc j'ai connu la pauvreté, pas la misère, la pauvreté. Et puis, comme je suis né par césarienne, ma mère était interdite de travailler à la ferme. Mon père s'est engagé dans la gendarmerie, ce qui m'a valu dans ma jeunesse de passer 5 ans en Nouvelle-Calédonie, dont je ne parlerai pas, sinon on y sera encore demain matin. J'ai passé mon bac à Nouméa et rentrant en métropole, j'ai préparé le concours de Saint-Cyr, que j'ai réussi. J'ai toujours été un travailleur acharné. Et en sortant de Saint-Cyr, j'ai choisi l'infanterie. L'infanterie, je l'ai découverte, je l'ai aimée, je l'ai gardée, comme mon épouse d'ailleurs, depuis 53 ans, avec qui nous sommes toujours ensemble, avec une famille de 6 enfants, de 15 petits-enfants et de bientôt 6 arrière-petits-enfants. Voilà. Alors, ma carrière dans l'infanterie métropolitaine s'est déroulée essentiellement en métropole. Également en Allemagne, mais c'était pas vraiment à l'étranger. À part 6 mois en ex-Yougoslavie, en 94-95, et j'ai quitté l'activité en 2001. Ça veut dire que j'étais un jeune retraité, mais maintenant je suis un retraité ancien. Et à partir de là, je me suis intéressé en particulier à des questions fondamentales dans tous les domaines. Et j'ai commencé vraiment à ouvrir les yeux sur le monde, car, comme vous l'avez dit, j'ai tout donné à mon métier. J'utilise souvent cette expression, le nez dans le guidon, qui n'a rien de péjoratif. Ça veut dire que je faisais mon métier le mieux que je pouvais, sans trop m'occuper du reste, hormis ma famille. Et donc, depuis ma retraite, eh bien, je m'intéresse à ce qui se passe, en particulier dans notre pays. Et vous avez un 2S après général qui est entre parenthèses. J'aimerais qu'on revienne dessus parce que c'est quelque chose que les civils ne connaissent pas du tout. Ce petit sigle, cette petite abréviation qui veut dire deuxième section. Est-ce qu'on peut revenir dessus un petit moment? Parce que c'est vraiment une classification qui me semble être remise en question. Hein. J'ai lu pas mal de choses où on dit que ça serait bien de dégager cette deuxième section qui est un peu embarrassante pour tout le monde, puisque vous êtes un général qui n'est plus en service actif. En 2001, vous passez dans cette deuxième section parce que vous êtes encore réserviste, si j'ai bien compris, et pas encore vraiment retraité. Donc, vous percevez une
Puis ensuite, quand vous avez atteint l'âge de la retraite, je crois que c'est 67 ans, Voilà. ensuite, vous percevez votre retraite. Et pendant tout ce temps-là, vous êtes soumis à une obligation de réserve. Vous n'avez pas le droit de vous exprimer. Alors, on vous l'a beaucoup reproché, ça, avec la lettre dite des généraux, qui n'est pas intitulée comme ça du tout, qui est intitulée autrement. C'est pour l'honneur pour que nos dirigeants retrouvent leur honneur, une chose comme ça. Oui, alors, l'obligation de réserve, ce que vous venez de dire, n'engage que vous. Effectivement, quand on n'a plus d'activité, nous sommes dans la deuxième section, c'est-à-dire que nous sommes rappelables à tout moment pour reprendre du service actif. Et à partir du moment où on atteint l'âge de 67 ans, on passe normalement au statut de retraité, sauf que, sans doute par un petit abus de langage, on se présente toujours deuxième section. En réalité, je suis retraité. Alors, sur le devoir de réserve, soyons clairs. Je me situe pendant toute ma carrière. Je me situe même au-delà. Mais maintenant, je ne vois pas pourquoi je me tairais. Je suis un citoyen à part entière. Je dis les choses qui sont celles d'un citoyen qui a connu en plus un métier par lequel il a accepté de donner sa vie pour la France si les circonstances l'avaient exigé. Je ne vois pas au nom de quoi je me tairais. Et ce devoir de réserve, c'est une espèce de masque pour nous empêcher de parler. Parce que, évidemment, quand on dit des choses qui gênent, qui déplaisent, eh bien, on essaie de nous faire taire. Pour ma part, ce n'est pas encore la veille. D'ailleurs, un petit détail, vous avez certainement connaissance, il y a quelque temps, j'ai été l'objet de menaces de mort, oui. parce que j'avais dit des choses qui contristaient certains. Ben, c'est comme ça. Si nous nous réclamons la liberté d'expression, d'être une démocratie, au moins en théorie, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas s'exprimer dans la mesure où on n'est pas agressif, insultant, vis-à-vis des autorités en particulier, auxquelles je porte le plus grand respect, bien sûr. Donc je m'exprime librement, sinon je ne serais pas venu chez vous. On est bien d'accord, parce que c'était vraiment, quand Armel, mon confrère, nous a mis en relation, c'est une des premières choses que je vous ai dites. La liberté d'expression est un bien extrêmement précieux et il ne s'use que si on ne l'utilise pas. Voilà. C'est un droit mis en danger aujourd'hui. Vous l'avez effectivement senti avec des menaces de mort à votre encontre. Je rappelle qu'il existe 2 interviews de notre confrère Armel du magazine Nexus vous concernant. Et sur la 2e interview, vous évoquez justement les menaces de mort qui ont été faites à votre encontre. Alors, j'ai noté que ça ne vous avait pas du tout impressionné. Oh, pas du tout. Si vous voulez, c'était très simple. On m'a fait savoir, ça n'a pas été une menace directe, mais ça m'a été transmis par quelqu'un que je connais bien, qui est, à mes yeux, fiable et crédible. Alors, j'avais 2 options. Soit, d'ici les élections européennes, je me taisais, tout se passerait bien. Je ne vois pas d'ailleurs pourquoi les élections européennes, encore de la politique aérienne de bas niveau, qui rime avec caniveau. Ou alors, si je continuais de parler, je risquais de mourir d'une crise cardiaque. Alors, je réfléchis très vite et je ne vois pas pourquoi je me serais tu, puisque à mon âge, je suis toujours en vie, alors que j'aurais pu risquer ma vie et que la peine de mort est abolie en France. Alors, je risque plus grand-chose. Si mon heure est arrivée, elle arrivera. Mais immédiatement, et derrière moi un certificat médical en bonne et due forme, mon cœur est parfaitement au point, ma santé est excellente et je n'ai aucune intention suicidaire. On l'a bien compris. Maintenant, si ma voiture a un accident suspect, peut-être que ce ne sera pas fortuit, mais à chacun son travail. Hein. Les enquêteurs feront le leur. On a bien compris, Général Cousteau. Allons-y, on va évoquer la première partie qui me tenait beaucoup à cœur. C'était de regarder avec vous et avec votre point de vue qui est bien plus légitime que le nôtre, l'évolution en fait et l'état des lieux des armées françaises.
Alors, comme je vous l'ai dit lors de nos conversations précédentes, j'ai découvert des choses qui, heureusement que j'étais assise parce que j'ai cru que je tombais de ma chaise. C'est juste hallucinant. Quelques chiffres pour commencer, et ensuite, je vous donnerai la parole pour analyser tout ça avec nous et nous dire votre point de vue. Le budget militaire de la France en 2001 représentait 2,03% du PIB, du produit intérieur brut de la France, qui s'élevait, on parle en milliards d'euros, même si à l'époque c'était en milliards de francs. On parle en milliards d'euros de 1859,92 milliards d'euros à l'époque. Donc le budget militaire de la France s'élevait en 2001, quand vous êtes parti, à 37,75 milliards d'euros. Il faut attendre 2020, 19 ans plus tard, pour retrouver le même budget équivalent de 37,5 milliards d'euros pour le budget militaire de la France, qui pendant 19 ans a baissé systématiquement. Ce qui est très intéressant en 2001, c'est qu'il y a un rapport du Sénat qui fait état que le budget de fonctionnement est toujours privilégié par rapport au budget de l'équipement en 2001 et qu'il faut attendre 2020 pour réussir à arriver au même niveau que 2001 avec les mêmes problématiques. Alors, on va s'arrêter là. Quand vous êtes parti, est-ce que vous aviez le sentiment qu'il y avait un problème avec l'investissement dans les équipements et qu'il y avait un vrai déséquilibre entre le budget de fonctionnement militaire et le budget pour les équipements qui étaient dans l'arme dans laquelle vous évoluiez? Pendant toute ma carrière, j'ai été le témoin de réformes permettant d'avoir, moi je connais essentiellement l'armée de terre, d'avoir un format plus ramassé, plus percutant, en totale cohérence avec le budget qui était également plus ramassé. Alors, quelqu'un me rappelait, c'est amusant parce que quelqu'un qui était sous mes ordres en 73 me rappelait hier ou avant-hier que je lui avais enseigné qu'il fallait réfléchir loin et commander court. Alors, le problème de ces budgets, c'est que au moment des dividendes de la paix, dont certains premiers ministres s'est réclamé, après l'effondrement de l'Union soviétique, qui était la menace principale, nos hommes politiques ont cru pouvoir faire des économies qui étaient à court terme. Ils n'ont pas vu loin. Donc, le fonctionnement, c'est difficile de taper dedans parce que il faut bien payer les gens. Il faut bien leur assurer la solde. Il faut bien les permettre de vivre. En revanche, concernant les matériels, c'est toujours plus facile, d'une manière un peu hypocrite, de remettre à plus tard. Sans compter, et ça je l'ai vécu en direct, les ficelles de Bercy pour raboter chaque année un peu plus, le budget des armées. Parce que je me souviens d'un cas précis où des entreprises ont été mises en difficulté parce que l'État ne payait pas les travaux qu'elles avaient faits là où je me trouvais. C'est absolument scandaleux. Il n'empêche que on en est arrivé à cette extrémité. Donc je ne suis pas surpris. Alors après, on fait perdurer les matériels un peu plus longtemps. Éventuellement, on les rénove, mais ça n'est pas surprenant. C'est humain parce que le politique n'a pas le courage d'assumer. Le besoin des armées, il doit être évalué en fonction de la menace. Bon, alors il y a des lois pour ça, il y a des lois de programmation, des études, des livres blancs, etc. Bon, donc si chacun fait bien son métier, normalement ça va bien se passer. Sauf que pour acheter la paix sociale, quelquefois, on préfère financer des gens un peu turbulents plutôt que des militaires qui sont éminemment disciplinés. La Grande Muette, oui, mais aujourd'hui, je ne fais plus partie de la Grande Muette. Voilà. Et je me sens en droit de dénoncer ces travers.
Voilà, donc je ne suis pas surpris, le fonctionnement, c'est toujours le parent pauvre de notre budget. Pardon, L'investissement. 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 J'ai fait un lapsus. Alors, on va... D'ailleurs, Oui, aujourd'hui, on en parlera peut-être tout à l'heure, oui, mes véhicules que j'ai connus il y a 40 ans oui. sont encore là et on les fourgue à l'Ukraine. C'est Oui, un aparté, on en parlera. on va en parler. On va en parler, effectivement. Je vous ai préparé une petite surprise là-dessus. Ah Un bon. petit clip explicatif. Enfin, explicatif. Plutôt une constatation. Voilà. Une constatation de la situation surréaliste dans laquelle nous nous trouvons là aujourd'hui. On m'aurait dit il y a 2 ans qu'on allait refourguer des matériels vieux de 40 ans à un autre pays pour l'aider à tenir contre les Russes, je vous aurais rionné. Je vous aurais dit c'est un 1er avril pas très drôle. Voilà. On est le 2. C'est toujours pas très drôle, mais c'est la réalité. Alors, on va repartir sur nos budgets et surtout sur le personnel, en fait, sur le nombre de militaires. Ah. Et je me suis posé la question, dans cet état des lieux des armées françaises, de combien de militaires d'actifs nous disposions, puisque nous sommes dans un schéma aujourd'hui avec des dirigeants va-t-en-guerre qui veulent nous entraîner d'ailleurs dans un chaos absolument indicible. D'ailleurs, vous en direz un mot. Vous avez une autre vision des choses très clairement énoncée. Et je me suis donc posé la question de savoir combien nous avions de militaires d'actifs aujourd'hui. Donc, les chiffres varient un tout petit peu selon les sources, mais on est autour de 205 000 militaires d'actifs en 2023, avec une fourchette entre 35 000 et 41 000 réservistes selon les sources. À titre de comparaison, Général Coustou, quand vous avez quitté votre service actif, il y avait entre 180 000 et 200 000 appelés en 2001. Ces appelés n'ont pas pu être intégrés en 2001 parce que les armées ne pouvaient intégrer que 30 000 appelés à l'époque. Et qu'on a avancé la date de la fin de la conscription à 2001 et on a renvoyé ces jeunes chez eux. Au fur et à mesure qu'ils avaient été intégrés, on les a renvoyés plus vite. Et ces 200 000 appelés de l'année 2001 n'ont jamais été intégrés à l'armée. Mais c'était environ le chiffre de jeunes qui intégraient l'armée en tant qu'appelés tous les ans. Juste les appelés. Et il y avait, en même temps que ces appelés, 206 000 militaires d'actifs, de carrière, avec également un pourcentage non négligeable d'emplois civils, c'était autour de 128 000, ce qui nous faisait un total approximatif de 770 000 personnes dans les armées françaises. Ce chiffre est divisé par 2 aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous évoque? Bien, je suis parti au bon moment. C'était le but de la professionnalisation qui devait être moins onéreuse et permettre d'être plus efficace au regard de la technologie croissante des matériels. C'était aussi l'époque d'une féminisation que je ne qualifierais pas d'excessive. Mais non. Je ne vais pas me faire des amis là. Hein. Et puis, l'époque aussi non, de mais ce qu'on appelle la civilisation. 5%, Général Coustou, des effectifs actifs sont des femmes. Donc, c'est pas une invasion. Hein. Oui, mais ça dépend dans quelles unités. Bon, et puis, beaucoup de civils avec des raisonnements tout à fait pas spéciaux, fallacieux. Je donne un exemple. À l'état-major à Rennes, on nous avait dit que, de toute façon, les civils sont difficiles à déplacer parce qu'ils sont indiqués, ils sont stables, ils n'ont pas le même statut que nous. Bon, ça c'est un fait. Mais globalement, il fallait honorer les droits des armées françaises. Alors, on mettait des opérationnels, des militaires, là où le poste le nécessitait, et dans les postes non opérationnels, on pouvait mettre des civils. Sauf que, c'est vécu ça, le wagmestre est le facteur, si vous voulez, hein, dans une unité.
on pouvait mettre ça à un civil. Sauf que quand on a un civil qui est cotorep, il est pour rien. Eh bien, au motif qu'il ne peut pas faire certains travaux, on le double avec un militaire. Ou s'il ne peut pas mettre des dossiers en haut d'une étagère, on le double avec un civil, avec un militaire. Sauf que le militaire est prélevé sur un poste opérationnel et le civil, qui n'en peut mais, il est doublé par un militaire. Donc finalement, ce sont des calculs qui sont très hypocrites. Alors évidemment, le militaire est couvert à merci. Hein. Ceci étant, cette professionnalisation, moi j'ai toujours servi avec des appelés. Et j'en suis fier. Et je peux même dire que lorsque j'étais lieutenant ou capitaine, à la tête d'une unité d'appelés, je serais parti n'importe où si on m'y avait envoyé. Et mes hommes m'auraient suivi. La meilleure preuve d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, parce que j'ai peut-être le tort d'ouvrir un peu trop grand ma bouche, j'ai un tas de mes anciens subordonnés qui me retrouvent. Et pas plus tard qu'hier, que je vais revoir bientôt. Voilà, donc je n'ai pas honte, au contraire, je suis très fier d'avoir servi à des appelés, mais est-ce que ça devait faire des économies? J'en doute, puisque la courbe du budget, vous l'avez exprimé, elle n'est pas cohérente avec cette promesse ou cet engagement, qui, comme disait Charles Paquois, n'engage que ceux qui les écoutent. C'est tout à fait ça. Le lien surtout qu'il y avait entre la nation et les armées a été détruit par la professionnalisation, c'est-à-dire le fait de ne plus avoir de conscription, même si c'était très populaire au moment où ça a été enlevé, hein, la conscription. Moi, j'étais contre. J'ai toujours été contre. J'ai toujours pensé que un contrôle populaire sur les armées, un lien populaire avec les armées était une nécessité civique. Et surtout, ça donnait à une génération de jeunes qui ne se seraient pas rencontrés autrement l'occasion de se découvrir, tous milieux sociaux confondus. Et je crois que c'était une richesse, un creuset français, un creuset national. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis tout à fait d'accord avec vous. J'étais le premier à regretter la suspension du service national. Car si la raison d'être de l'armée, c'est pas de faire du social, ça permettait quand même une véritable cohésion à l'échelon du pays. Et j'ai connu de nombreux jeunes appelés qu'on a sortis de l'ornière. Je donne deux cas très rapidement. Lorsque j'avais encore des appelés, que j'étais chef de corps, j'en avais un qui était garde-caisse et l'autre qui était à l'infirmerie. Un jour, j'ai des fiches d'intention parce que le premier avait cambriolé, avait été condamné, et le deuxième a fait de la pression pour trafic de drogue. Alors, que faire? J'ai convoqué mes deux rustiques. Je leur dis voilà, deux choses l'une. Ou bien je vous change de poste, ou bien on passe un contrat oral, comme avec la mafia, vous voyez, c'est du sens de l'honneur. Et puis, mais je vous aurai à l'œil. Eh bien, lorsque j'ai quitté, il y en a un qui était caporal-chef et l'autre qui demandait à engager. Ce que je veux dire, c'est que ces jeunes-là, on leur dit limite gauche, limite droite, et ça, c'était valable pour toute l'armée d'appelés. Et ils savaient qu'il y a des choses à ne pas faire, et sinon ils étaient sanctionnés, ce qui n'est jamais une fin en soi. Donc, pour un tas de raisons de ce type, j'ai regretté beaucoup la suspension, sachant que quand même, j'ai vécu dans les années 70 la grande époque des comités de soldats, avec nos amis, dont je ne citerai pas la couleur politique, qui se mélasisaient chez nous, quitte ensuite à solliciter l'armée devant l'échec de leur propre politique. Les jeunes à l'équipe de travail, les défavorisés, entre guillemets, les futurs délinquants, j'ai vu de tout. Voilà. Donc, je pense que le service national a parlé beaucoup. Et dernier point sur cette affaire, on a dit que le service national avait été suspendu à cause de son inégalité. Ce sont quand même les fils à papa qui étaient en premier écartés du service national. Et si aujourd'hui on le rétablissait, je ne sais pas si nos ministres enverraient leurs enfants en priorité. Bon, je n'en dirai pas plus. On entend très bien. Alors aujourd'hui, c'est une armée de métier. C'est une armée de métier qui a énormément de mal à garder ses soldats.
à garder ses personnels civils, ce qui est quand même assez ahurissant. Et donc, cette année, donc l'année dernière, en 2023, il y a eu 3000 défections. Il n'y a pas d'autre mot. Les 3000 personnes sont parties. Il y a eu un manque au recrutement tel qu'une députée Renaissance, alors je suis incapable de retrouver le nom, je l'ai cherché toute la journée, je ne l'ai pas retrouvé, qu'une députée Renaissance a annoncé en direct sur BFM TV que le ministre Lecornu avait été obligé de rendre 200 millions au budget de l'État parce qu'il n'avait pas réussi à faire les recrutements nécessaires qui se montaient à hauteur de 5000 postes. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, sur France Travail, qui a remplacé Pôle emploi, qui a remplacé tout le reste, l'ANPE pour les plus vieux, nous retrouvons des offres d'emploi à hauteur de 16 000 postes dans les armées françaises. 16 000 postes ne sont pas pourvus. Ça pose quand même un sacré problème quand vous avez des dirigeants qui clament haut et fort que nous sommes dans une économie de guerre. Là, il y a un souci. Et donc, on vient d'annoncer, à grand renfort de publicité, qu'il y a un programme de fidélisation des personnels militaires et civils des armées françaises. Qu'est-ce que ça vous évoque, Général Coustou, cette situation un peu ubuesque, il faut l'avouer? Bon, je sais que dans l'armée de terre, l'année dernière, il manquait aux environs de 2500 postes par difficulté de recrutement. On peut facilement expliquer cela, me semble-t-il, malgré les efforts. Mais ce n'est pas spécial à l'armée de terre et peut-être même aux armées. Notre société s'est complètement ramollie. Hein. Est-ce qu'on a encore le goût de l'effort? Est-ce qu'on a encore le goût de servir? Est-ce qu'on est prêt à donner sa vie? Ce sont des vraies questions, ça. Bon, alors, il y a également une érosion parmi les cadres. J'ai donné il y a quelque temps cet exemple. J'ai servi 4 ans à l'École nationale des sous-officiers d'actifs de Saint-Mexan. Au dernier 14 juillet, j'ai ouï dire que le général commandant de l'école manquait de colonels pour défiler en tête de l'école. Quand j'étais dans cette école, nous étions 4 colonels monochrome. Pas plein, hein, ça peut être mal interprété. Monochrome. Ben là, il avait des problèmes, il n'y a pas eu de colonel, et à ce titre, d'ailleurs, le général a lui-même défilé en tête de l'école avec un uniforme d'élève. C'est le monde à l'envers. Dans l'armée, quelle que soit l'unité, quand le chef tombe, c'est le second qui prend la place. Et quand il n'en reste plus qu'un, ben c'est lui le chef. Et là, le principe de subsidiarité n'a pas été respecté, puisque c'est le chef qui est défilé à la place de son subordonné. Alors peut-être qu'il a eu des ordres, j'en sais rien. En tout cas, cette image, moi, m'a choqué. Oui, alors, il y a un désamour aussi de colonels, mais pas que. Pourquoi? Parce que l'intérêt du métier aujourd'hui est moins exaltant, si vous voulez. Quand je vois tous ces soldats dans le cadre de l'opération Sentinelle, au milieu des foules des stations de RER ou du métro. En 1995, j'étais à l'état-major de Rennes et j'ai pris l'initiative un peu rapidement de donner l'ordre de lever d'une unité qui était prévue pour Vigipirate. Le lundi, je me suis fait un peu me rabrouer, mais comme vous avez été les premiers à réagir, nous avons les félicitations du jury, tout s'est bien passé. Si ça réussit, c'est grâce à moi. Si ça ne va pas, c'est à cause de vous. Bon, 95. Aujourd'hui, on a changé les modalités, le nom. Quasiment 30 ans après, on n'a pas été capable de régler ce problème de sécurité intérieure, on pourra en parler d'ailleurs. Et on envoie toujours nos soldats. Ils ne sont pas faits pour ça. Non. D'accord? Allez regarder les jolies filles dans les... Ils ne sont pas faits pour ça. Hein. Ils sont faits pour. Ils ont été formés d'abord. Ils ont été formés pour être des soldats. Le métier de soldat, c'est un métier qui est dur, qui est rude, qui est dangereux. Comme dirait Lecointre, un soldat, c'est quelqu'un qui tue sur ordre. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de ça dans la société civile? Donc, on envoie nos gens à faire des
des choses pour lesquelles ils ne sont pas formés. Comment voulez-vous qu'ils soient, je connais des cas concrets, hein, tout près de chez moi, comment voulez-vous qu'ils soient motivés déjà pour prolonger leur contrat, simplement pour s'engager. Alors, moi, chaque fois que j'ai affaire à des gens qui hésitent, je les encourage, y compris les colonels, je me suis déjà exprimé. N'hésitez pas, ne partez pas, restez. Moi, en 1981, j'ai avalé la plus belle de mes couleuvres, hein, puisque on me disait que la menace était à l'Est, l'Union soviétique, le pacte de Varsovie, etc. Et puis, le président de l'époque est arrivé avec 4 ministres communistes au gouvernement. Et quoi se poser des questions. Mais si tout le monde s'en va, pour reconstituer une armée, ça ne se fait pas comme ça au coup de sifflet. Donc, ce désamour, ce manque d'intérêt, je crois qu'il faut le compenser par une réflexion de fond pour ceux qui ont vraiment l'esprit patriote. Parce qu'il y a aussi les no-borders, il y a ceux qui ne veulent pas entendre parler. Hein. Donc, je crois que c'est un problème de société. Hein. Et puis, au sein de l'armée, peut-être un problème de manque d'intérêt pour le métier. Voilà, moi j'explique comme ça, mais d'autres seront certainement mieux placés que moi pour en parler. Alors, on va rappeler que pour Vigipirate, dans le dispositif Vigipirate, il y a 13 000 militaires français. 13 000, c'est-à-dire le plus gros des forces. C'est quand même quelque chose de très, très important en nombre. Et donc, ce programme de fidélisation va essayer de colmater les brèches, va essayer de faire en sorte, parce qu'il faut quand même le reconnaître, hein, vous dites que la vie de soldat est dure, mais la vie de leur famille n'est pas plus simple, parce qu'il y a énormément de soucis, en fait, de logistique. Il y en a énormément. Et ça commence à se voir sérieusement. Alors, on avait déjà eu un aperçu avec le fameux logiciel qui plantait et qui ne payait pas les gens. Il était sympa, celui-là. Hein? Voilà. Donc, bon, bah, ça s'est un peu réglé, mais il y a toujours eu des soucis depuis des années. Et je pense que ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles il y a autant de fuites. Après, sur le plan politique, on est dans une période très particulière, et ça va nous aider à faire la transition. Nous avons des dirigeants politiques qui ont l'air d'abord hors sol. Et je pense que quand on est un militaire français et qu'on entend des discours comme ça, on doit vraiment se demander ce qu'on fait dans l'armée pour obéir à quelqu'un qui est censé être le chef des armées et qui s'appelle Emmanuel Macron. Je vous avoue que quelqu'un de sensé doit se poser la question de qu'est-ce que je fais là et est-ce que je vais obéir à ce type-là s'il nous envoie au casse-pipe contre les Russes? Je pense que c'est une question qu'on doit se poser. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais là, vous mettez le doigt où ça fait mal. La fameuse circulaire Palagos, prévoit qu'un militaire a le devoir de ne pas obéir à un ordre manifestement illégal. Nous ne sommes pas des mercenaires, nous sommes des soldats. Nous sommes là pour servir la France. Nous ne sommes pas là pour servir le ministre ou le président ou la République. Non, nous sommes là pour servir la France. Il y a des lois, il y a des règlements. Si on reçoit un ordre manifestement illégal, on a le devoir de ne pas obéir. Par exemple, pour faire parler quelqu'un, prisonnier, et on sait que si on le fait parler, on pourra peut-être sauver des vies, eh bien, la torture est interdite. Point barre. On ne sait pas ce qu'on fera, mais il faut que dans la tête des gens, ce soit clair. Et le soldat qui refuse de torturer quelqu'un pour le faire parler est parfaitement dans son droit. On ne peut pas lui reprocher. Maintenant, aux échelons les plus élevés, c'est moins facile. En particulier, on me pose souvent la question du chef d'état-major des armées, je ne suis pas sur place, hein, j'en suis très loin. Il a un rôle très difficile, puisqu'il doit transformer en ordre militaire, tuer sur ordre, les volontés du politique, si tant est qu'il arrive à les exprimer clairement, sachant que le politique se borne à surtout pas de bavure, et puis comme ligne d'horizon, la prochaine élection, prochaine échéance électorale. Je suis un peu réducteur, mais c'est exactement ça. Alors, le chef d'état-major des armées a une position extrêmement délicate. Et lui, s'il peut convaincre ou expliquer au président, par exemple, qu'il serait séant de ne pas faire telle action, il va mettre un peu la forme quand même. On ne s'exprime pas vis-à-vis du chef des armées qui est le président de la République, comme on s'exprime vis-à-vis de son capitaine. Voilà.
Alors, je vais nous faire découvrir à tous un petit clip. Soyez indulgents, monté par mes soins, justement sur cette question du commandement militaire, de comment ont fuité bien à propos des rapports confidentiels secret défense pendant une enquête du magazine Marianne, qui ensuite a été reprise dans d'autres médias. Et je vais vous faire découvrir ça tout de suite. Un article du Média 442 repris sur Mediapresse Info et basé sur l'investigation de Marianne, le magazine, explique que la victoire militaire ukrainienne est absolument impossible et, je cite un haut gradé français, « Face aux Russes, nous sommes une armée de majorettes ». Les soldats ukrainiens manquent de tout, de formation, d'appui aérien, de matériel entretenu, alors que l'armée russe est aujourd'hui une référence tactique et stratégique avec une gestion des troupes, une gestion du matériel bien meilleure que les Ukrainiens. La stratégie effectivement occidentale d'appui a été complètement à côté de la plaque. 400 000 soldats ukrainiens seraient perdus par an. Et malgré l'aide de la CIA qui est sur place avec 12 bases, ça risque pas de changer le cours de la guerre avec des armes stratégiques et tactiques des Russes qui sont bien plus performantes. Voilà, donc c'est très instructif, hein, cette enquête de Marianne, avec ces fuites de rapports secret défense. C'est pas habituel quand même. Justement, on parlait de la grande muette. C'est pas habituel qu'il y ait des rapports confidentiels sur un conflit en cours qui fuitent comme ça dans la presse. Il y a bien un souci, Général Coustou. Il y a bien des militaires qui ont alerté le pouvoir et ce pouvoir ne veut ni voir ni entendre la réalité des faits. Le problème, c'est que le chef des armées n'a peut-être toujours pas compris ce qu'était un soldat. D'abord, qu'est-ce qu'on va faire en Ukraine? C'est un choix politique. L'Ukraine ne faisait pas partie de l'Union européenne, n'était pas dans l'OTAN, n'avait pas d'accord de défense avec la France, et la France n'avait pas d'intérêts vitaux. La France n'avait pas acheté 30 à 50% des terres armées de l'Ukraine. Bon, nous n'avons rien à faire là-bas. En plus, la Russie n'est pas notre ennemi. La Russie, nous avons des relations très lointaines avec la Russie. Alors, avec évidemment des passages difficiles comme le temps de l'Union soviétique. Mais la Russie, elle fait partie de l'Europe, hein, de par ses racines chrétiennes. C'est ça le ciment de l'Europe. Alors, est-ce que nos soldats, nos cadres, qui sont capables de réfléchir quand même, hein, est-ce qu'ils ont envie d'aller se battre en Ukraine? Sachant qu'on n'a pas les moyens de se battre là-bas. Hein. Alors, que peut-on envoyer? Alors, je ne suis pas aux affaires, mais on dit qu'on peut tenir un front de 80 km pendant 3 jours, parce qu'après on n'aura plus de munitions, etc. Mais alors, justement, l'Ukraine, c'est complètement ubuesque. Comment voulez-vous que les gens aient envie de se faire trucider là-bas? Évidemment, il y a des gens qui ont envie d'en découdre. Il y a des mercenaires partout. Mais le soldat qui se bat ou qui veut servir son pays n'a pas envie d'aller en Ukraine. Alors, justement, pour rebondir sur ce que vous disiez, alors je pensais le passer plus tard, mais j'ai un deuxième clip à vous montrer. Je vous réclame toujours votre indulgence, c'est fait maison. Sébastien Lecornu, le bien nommé ministre des Armées, promet des centaines de blindés à Kiev et demande d'accélérer la production de missiles selon un article de Libération du 31 mars 2024. Le ministre des Armées a accordé un entretien à la Tribune du dimanche où il annonce vouloir livrer des centaines de blindés à l'Ukraine pour faire face à la Russie. Or, ces blindés ont 40 ans d'existence et malgré cela, le ministre explique qu'ils sont tout à fait fonctionnels et qu'on peut donc les livrer par centaines pour 2024 et début 2025. Il y a également le déblocage d'un nouveau lot de missiles Aster 30, qui est l'équivalent du Patriot américain, et la fourniture de munitions téléopérées dans des délais très rapides, dit le ministre.
Il a exigé la constitution de stocks pour produire des munitions, découvrant qu'il n'y en avait pas, alors que c'est très connu et depuis plusieurs années qu'on manque de stocks de munitions. Et il a également évoqué la possibilité de réquisition des entreprises françaises pour pouvoir avoir une fourniture plus rapide de constitution de stocks pour des munitions. Il fait savoir que les missiles sont également pour la lutte en mer Rouge contre les rebelles yéménites et regrette que les Français ne soient pas bons en livraison de matériel pour obtenir des marchés. Surréaliste. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, j'ignorais ce montage. Vous me l'aviez caché. Bon. Oui, en fait, surprise. Le VAB, le véhicule avant blindé, est un véhicule que j'ai bien connu lorsque j'étais lieutenant-colonel en 93, au 9-9, à Sapelé-Pont de Lyon. 93, nous sommes en 2024. Ce sont ces véhicules qu'on fourgue à l'Ukraine. Alors, le VAB était adapté pour certains engagements, mais dans les terres boueuses de l'Ukraine, lors de la Rasputitsa, c'est peut-être pas le mieux qu'il ait à faire, même s'il est amphibie, théoriquement. Alors, il y a la question des réquisitions qui ont été citées. Dans la dernière loi de programmation militaire, c'est un alinéa qui n'est pas passé inaperçu. Aujourd'hui, sur simple décret, le président tout-puissant peut réquisitionner des moyens militaires, ou autres d'ailleurs, j'ai envie de dire, selon son bon plaisir, mais sans contrôle de qui que ce soit, notamment du Parlement. Et ça, c'est un alinéa qui est passé dans le flot de la loi de programmation militaire. Alors non, il a été discuté, il a été extrêmement discuté dans la dissidence française, il a été également discuté dans l'opposition, il est passé quand même, crème, je vous l'accorde. Et surtout, j'ai une nouvelle à vous annoncer, elle est toute fraîche, le décret pour la réquisition en fait, des entreprises du complexe militaro-industriel français est passé. Et il a été signé par le ministre des Armées. Oui, là encore, on va accélérer la construction, la fabrication de certains matériels. Là, il y a la question de la souveraineté qui se pose. Bien sûr. Je ne sais pas ce qu'il y a comme... déjà, on a choisi un fusil étranger pour équiper nos forces. Même quand il y avait le FAMAS, les munitions étaient fabriquées à l'étranger. Mais c'est complètement incompréhensible. Nous étions à la merci d'un pays étranger pour les munitions de nos combattants de base, ceux qui étaient en première ligne. Bon, donc, il y a toute la question de la souveraineté. Nous ne sommes plus souverains, on le sait ça, nous sommes un protectorat américain, on le sait, et c'est peut-être qu'on se réveille. Alors, maintenant, on va construire une usine, je sais quoi, qu'est-ce que ça va changer? Bon, je crois que ça ne changera rien du tout. On n'a pas les personnels pour aller sur le front ukrainien. Les matériels, on leur fourgue nos vieux matériels. On va augmenter les cadences de production, mais quel effet ça peut avoir sur cette guerre qui, en fait, la guerre militaire n'est pas l'enjeu. Là, il faut quand même l'avoir à l'esprit. Hein. L'enjeu, c'est le bras de fer entre les États-Unis et le dollar qui pesait sur la planète jusque-là. Et puis, d'un autre côté, les 150 pays du reste de la planète qui ne sont pas dans le camp occidental, qui aspirent à une certaine souveraineté, au premier rang desquels la Russie, la Chine, l'Inde, etc., les BRICS. Hein. Voilà. Donc la guerre militaire n'est pas l'enjeu majeur. Malheureusement, c'est un véritable carnage. Le peuple ukrainien a déjà eu entre 4 et 500 000 morts. C'est invraisemblable. Et on alimente encore ce conflit. On devrait dire halte au feu tout de suite, tout de suite. Ça, c'est mon avis de général à la retraite. Je ne suis pas en en guerre. La devise de l'école de guerre, c'est si tu veux la paix, prépare la guerre. Si vis pacem parabellum. Bon, là, les matériels que nous avons ne sont pas faits pour aller agresser qui que ce soit. Je vais vous donner une petite anecdote. Je sens que vous commencez à être un peu stressé. Il y a une dame qui un jour posait une question à un général australien. Elle lui reprochait de donner des armes à ses hommes, hein, parce qu'avec ces armes, ils pouvaient tuer. Et le général, sans se démentir, il a dit « Madame, vous êtes équipée pour la prostitution.
est-ce que vous pratiquez pour autant? Je veux dire que les armes dont nous disposons ne sont pas faites pour agresser. Général. Elles sont faites pour se défendre. Ah non, mais il faut appeler un chat. Un couteau en soi est neutre. Qu'est-ce qui est dangereux? Ce n'est pas le couteau, c'est celui qui s'en sert. Et pour les matériels militaires, c'est pareil. Moi, je suis pour la paix. D'ailleurs, j'ai fait un message pour la paix qu'on m'avait demandé. Évidemment, je fais un message pour la paix. Hein, je n'ai pas envie que mes enfants, mes petits-enfants, aillent se battre pour une cause qui n'est pas la nôtre. Voilà, évidemment que nous avons envie de vivre en paix. Vous diriez, pour protéger le peuple. Vous diriez, Général Coustou, que nous ne sommes pas dans un enjeu militaire, mais nous, de notre côté occidental, ouest occidental et côté pro-américain, puisque comme vous le dites, notre souveraineté n'est plus qu'un lointain souvenir, que nous sommes dans une guerre commerciale, en fait. Voilà ce que c'est. En revanche, pour les Russes, c'est une guerre d'existence. C'est une guerre qui est, pour eux, imperdable. Ils doivent la gagner. Ils doivent la gagner, les Russes, cette guerre. C'est leur vision des choses. Parce que c'est une question existentielle à leurs yeux. Oui, absolument, absolument. Alors que nous sommes dans une guerre commerciale. Commerciale, c'est la suprématie des États-Unis qui est en jeu. C'est ça. Tout simplement. On nous a dit interdiction d'acheter le pétrole russe, etc. Bon, le gazoduc a été saboté, on ne sait pas par qui, mais on sait à qui ça profite quand même. Hein. Bien sûr. Et les Américains nous ont vendu leur gaz de schiste 3 ou 4 fois plus cher. Je n'ai pas entendu beaucoup d'astrologistes s'élever contre ça. Et aujourd'hui, quand je fais le plein de mes cuves à fuel, mon livreur me dit que le pétrole vient de Russie en passant par l'Inde. Donc, c'est une hypocrisie gigantesque dont la victime, c'est le peuple ukrainien. Et à terme, ce sera nous. Parce que, peut-être qu'on en parlera, j'en sais rien, mais quelle est la situation de la France aujourd'hui? Hein, nous sommes les perdants. Voyez-vous, au mois de mars, un mois après le déclenchement de l'opération spéciale, sachant que se comprendre ce qui se passe, il faut essayer de réfléchir à ce qui s'est passé bien avant. Hein. Bien sûr. Patrick nous a parlé. Moi, mon diagnostic, je ne suis pas un grand politicien, c'est que le vainqueur dans cette affaire, ce serait le business américain. Nous sommes en plein. Le grand perdant serait le peuple ukrainien. Nous sommes en plein, hélas pour lui. Et le cocu de cette affaire serait le monde occidental avec la France en pole position. Je suis désolé, c'est un peu réducteur peut-être. Nous sommes les grands perdants. C'est un bras de fer. Et alors le problème, c'est que les États-Unis, on connaît leur façon de faire. Vous savez, un animal blessé peut être dangereux. Hein. Donc, on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Peut-être qu'on va en reparler. Et donc, c'est une guerre de suprématie. Dans toute l'histoire de l'humanité, l'homme a toujours convoité ce qu'avait le voisin. Les Chinois, à une époque, avaient dit qu'ils avaient un certain pourcentage de la population mondiale et qu'il n'y avait pas de raison pour qu'il n'y ait pas le même pourcentage de la richesse mondiale. Cohérent. Bien sûr. Quand un État ou un homme a son dû, il en veut un peu plus. Ben oui, il regarde ce qu'il y a chez le voisin. Voilà. Donc, là, les Américains en ont plus que leur dû, si je puis dire, sans compter qu'il y a quand même des problèmes chez eux, hein, sérieux, en interne. Mais ils ont la puissance, ils veulent la garder. Sauf que nombre d'autres pays aspirent à avoir leur dû. Voilà. Donc cette guerre est une guerre économique. C'est pas moi qui le dis le premier, hein, mon camarade de Lavarde le dit à Société ou bien d'autres. Voilà. Donc les opérations sur le terrain, les opérations militaires sont malheureusement tout à fait secondaires. Mais aux grandes dames, malheureusement, contre le peuple ukrainien, hein, on doit arrêter ce carnage, hein, et non pas aller brandir des dissuasions nucléaires, des troupes se sont engagées, que je sais encore, les déclarations de notre président. Là c'est vraiment inquiétant parce que je me suis laissé dire quand même qu'il y a des généraux dans les hiérarchies qui essaient de m'expliquer les choses. Ça fait un peu drôle, hein, mais bon. Pourquoi?
Pourquoi fait-il ces déclarations? Moi, je crois qu'il sent que la population française lui échappe. Hein. Quand il va en province, ce ne sont pas des acclamations, mais ce sont des concerts de casseroles, des huées, des sifflets qu'il acclame. C'est comme ça. Il sait bien qu'il y a un très petit pourcentage de la population qui le soutient encore. Je vois nombre de personnes qui me disent ah ben moi au début j'ai voté pour lui parce que je le voyais jeune, beau, etc. Il voulait réformer la France. Ils ont compris plus ou moins rapidement qu'il s'était fait gruger. Donc maintenant ça lui échappe. Alors ça c'est le réflexe tout à fait connu d'un dictateur, hein, d'un tyran. J'ai utilisé le mot tyran. Hein. Il fait tout lui-même et de façon non concertée. Bon, donc si vous me permettez. Si vous me permettez, justement. L'ennemi extérieur, vous voyez? Oui. Si vous me permettez, j'aimerais rebondir là-dessus, justement, et parler un peu légalité. Vous êtes un général, aujourd'hui en retraite. Vous savez pertinemment qu'on ne fait pas la guerre comme ça et que même la guerre a des règles. Et qu'elle est régie par des règles évidemment nationales, elle est régie par des règles internationales. Elle est régie par des traités, des accords entre les nations, qui peuvent d'ailleurs, ces accords, entraîner les nations dans des conflits très périlleux hein, et dans des situations très périlleuses. Donc ne parlons pas de l'accord stupide qui vient d'être signé entre Zelensky et Macron, qui est juste ahurissant ce truc, puisqu'il n'y a pas de réciprocité. C'est la France qui défend l'Ukraine, point. Et la réciprocité, il n'y en a pas. C'est juste ahurissant, ce truc. Parlons simplement, déjà de notre appartenance à l'OTAN, de ce conflit initié, selon le camp occidental, par la Russie, avec le 24 février 2022, le début de l'opération spéciale. Vous, moi et tout un tas d'autres, on est quand même très nombreux dans le monde à se rendre compte que ce n'est pas le début de ce conflit et qu'il date d'au minimum 2014. Et c'est documenté. On reproche aux Russes l'illégalité de leur intervention militaire. Ma question est la suivante, Général Coustou. De quel droit mobilisons-nous des troupes, nous, Français, nous, Occidentaux, dans l'OTAN, pour aller mettre 600 bonshommes à nous en Roumanie, 500, je ne sais plus où, je crois que c'est en Lettonie, enfin bon, bref. On a 1 millier environ de soldats qui sont mobilisés. Il n'a pas été démenti que des commandos des forces spéciales françaises soient à l'intérieur de l'Ukraine aujourd'hui, en particulier des nageurs de combat. Ça a été aussi documenté, ça n'a jamais été démenti par le gouvernement. De quel droit? Sous quel droit international faisons-nous ça, en sachant, et c'est ça qui est important, que le SEMA actuel, comme le président de la République, comme le ministre des Armées, utilise une rhétorique guerrière. J'en veux pour exemple flanc Est. Mon général, flanc Est, ça vous évoque quoi? On est en guerre ou on n'est pas en guerre? Et sous quel statut? Il faut distinguer, comme nous, Français, nous considérons la situation, c'est-à-dire que nous ne sommes pas co-belligérants, mais il faut aussi penser à la façon dont les Russes perçoivent ce que nous faisons. Et eux, ils le considèrent comme co-belligérants. Il faut quand même mieux bien comprendre ce qui se passe dans leur tête. Ils sont d'ailleurs très patients. Voilà, on pourrait parler de beaucoup de choses, mais il y a des inégalités partout. Notre président piétine la Constitution chaque jour. Quand on nous a fourni des matériels militaires à l'Ukraine, ça a été fait en violation du code pénal qui avait été révisé en 2000 à peu près, 411.3, je me souviens bien, par lequel nous nous interdisions de fournir des armes et des moyens militaires à une puissance étrangère en les prélevant sur nos forces, en affaiblissant notre défense. Le 30 novembre 2022, l'Assemblée nationale a voté une résolution de 36 articles, je crois, par lesquels elle a encouragé l'Union européenne et le gouvernement français à aider l'Ukraine
ça c'est dans 2 articles, hein, en fournissant des moyens militaires. Jusque-là, en toute rigueur, on ne peut rien dire, sauf que on sait très bien que ces moyens militaires ont été prélevés sur nos forces. Exemple, moi j'habite en Bretagne, il y a un régiment d'artillerie qui est pas loin de chez moi, eh bien, il y a un certain nombre de canons Kaiser qui sont partis en Ukraine. Donc, en violation concrète, avec nos propres lois. Et les députés et autres sénateurs n'ont pas réagi, que je sache. Hein. Ils n'ont pas été consultés. Ils n'ont pas été consultés. Non, mais ils auraient pu réagir quand même. Pour moi, ce sont des godillots, la plupart. Hein. Ah, je suis désolé, hein. Ce sont des godillots. Et ils violent la loi qu'ils ont eux-mêmes promulguée sans rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire? On est dans un état de droit, on n'y est pas. Voilà. Donc, sur le front ukrainien, on n'a rien à y faire. Alors qu'il y ait des commandos ou des unités spéciales, ça, on n'attend pas d'être en guerre pour envoyer des espions sur les arrières potentiellement ennemis. Ça fait partie de... Mais tout le monde fait comme ça. Ceci étant, il y a une nuance entre quelques éléments éparses et puis des unités constituées. Des unités constituées, non, pour l'instant, il n'y en a pas. Il n'y en a qu'en Roumanie, dans le cas de relève normale, entre guillemets, pour faire de l'instruction, mais sur le front, il n'y a pas d'unité constituée. D'ailleurs, je ne vois pas ce qu'on y ferait et ce qu'on pourrait y faire. Alors, on est sous mandat de qui? Alors, évidemment, on invoque le droit international. On peut se référer au Kosovo. Merci. Les Russes. Merci. Non, mais je vais vous donner un exemple concret. L'affaire du Kosovo, il y a eu 78 jours de bombardement avec 3000 morts. Hein, c'est-à-dire on a lancé des bombes quand même sur la population civile. Le Kosovo a été déclaré indépendant par l'OTAN, mais mon camarade Colin Logar a démissionné lorsqu'il s'était rendu compte qu'il travaillait pour la CIA et non pas pour la France. Le Kosovo n'est toujours pas reconnu ni par l'ONU, ni par l'Espagne, la Grèce ou d'autres pays. Bon, ceci étant, pourquoi je parle du Kosovo? Quand l'opération spéciale a été déclenchée le 24 février 2022, l'Ukraine a saisi la Cour internationale de justice. La Cour internationale de justice a demandé à la Russie de produire un rapport dans le mois qui suivait pour expliquer les raisons pour lesquelles. Vladimir Poutine a répondu « Oui, dans 3 ans ». Ils ont coupé le rapport en 2. Et ce qui est arrivé, on le savait déjà par des gens bien informés, c'est à savoir que le procès s'est déroulé en septembre. Mais pourquoi je parle de ça? Le délibéré a mis du temps à arriver. Pourquoi? Parce que la défense de l'Ukraine, qui était faite d'ailleurs par un Français, un dénommé Touvenin, un agrégé de droit, j'ai appris à cette occasion que l'agrégé de droit devait plaider sans être au barreau. Excusez-moi, général, excusez-moi, oui. Il y a un bruit parasite à côté de votre micro. Est-ce qu'il y a mon micro? Un objet qui bouge à côté de votre micro? C'est bon? Non? Oui, c'est bon, parce que j'ai beaucoup de gens dans le chat qui disent qu'il y a une sorte de bruit. Alors, moi, ça ne me dérange pas, mais apparemment, ça les empêche de vous entendre. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est tripoté à côté, je ne sais pas, qui bouge à côté. Allez-y. C'est moi qui bouge. Ah ben voilà. Et donc le délibéré a tardé à arriver. Parce que la Cour internationale de justice était très gênée. Parce qu'en fait, on ne pouvait rien reprocher à la Russie. Sauf que, brusquement, le délibéré de l'accusation de la Russie après la récupération de Donbass, Crimée, Donbass, Donetsk. Non, j'ai un. Sur la langue. La Crimée, pardon, la Crimée. La Crimée. Lorsque la Crimée est entrée dans le giron russe, il y a des familles ukrainiennes qui étaient là, qui sont plaintes. Elles sont plaintes pourquoi? Parce que la Russie a dit maintenant c'est russe, on parle russe. Elles étaient maltraitées. Et donc, l'affaire est arrivée devant la Cour internationale de justice, qui a condamné la Russie. Bon, il vaut mieux imposer une langue plutôt que de balancer des bombes. Le lendemain, le délibéré concernant l'opération spéciale est arrivé. La Russie n'a pas été condamnée.
C'est-à-dire que la veille, il y a eu cette espèce d'enfumage pour cacher le fait que la Russie n'a pas été condamnée. Voilà. Alors, on va réexpliquer quand même à notre audience, parce que tout le monde ne le sait pas. Les Russes ne nous ont jamais pardonné à nous occidentaux la guerre de l'ex-Yougoslavie, ne nous ont jamais pardonné d'avoir accepté et favorisé la partition de la Serbie en enlevant un morceau qui s'appelle le Kosovo, en divisant les gens les uns contre les autres sous prétexte de communauté, alors que c'était des gens qui étaient capables de vivre ensemble et qui l'avaient prouvé pendant des décennies. Et ils ne nous l'ont jamais, jamais pardonné. La KFOR à l'époque était également constituée par des troupes russes, il ne faut pas l'oublier. Et l'humiliation qu'a subie la Russie en n'étant pas entendue dans l'affaire du Kosovo à l'époque ne nous a jamais été pardonnée. Est-ce que je me trompe? Oui, sauf qu'à l'époque, les États-Unis étaient tout puissants. La Russie renaissait de ses cendres après l'effondrement de l'Union soviétique. Elle n'avait pas la puissance qu'elle a aujourd'hui. Aujourd'hui, la donne a changé. C'est-à-dire que les États-Unis, encore puissants, sentent bien qu'ils sont en train de perdre la main, mais la Russie peut parler d'égal à égal, car il ne faut pas oublier qu'elle dispose d'armes hypersoniques, dont elle est seule à disposer, qu'on ne peut pas intercepter et qu'on ne peut pas détruire. Donc aujourd'hui, on est quand même obligé de tenir compte de la puissance de la Russie. Et donc, elle entend faire respecter son droit. Et j'ai un livre, je suis là pour faire la publicité, de Patrick Pazin. Patrick Pazin, qui a écrit La responsabilité criminelle de l'Occident. Bon, c'est très éclairant. Patrick Pazin a déposé plainte contre M. Stoltenberg, le patron de l'OTAN, et il a également adressé une lettre au chef d'état-major des armées, le général Burkhardt, pour le mettre face à ses responsabilités. Pourquoi? Parce que le président de la République, est-ce qu'il a été président, est intouchable par la justice française. Sauf que le chef d'état-major des armées, lui, ne l'est pas. Alors, il met face à ses responsabilités. Je ne voudrais pas me trouver à la place du général Burkhardt, mais chacun son boulot. Hein. Il a Absolument. Bon, non, mais c'est gravissime. Voilà, donc, voilà où nous en sommes. Le président fait ce qu'il entend faire, sans s'occuper de quoi que ce soit, piétinant les lois. Le droit international, c'est pas le droit international. Jusque-là, c'était le droit concocté par les Américains, avec le problème de l'exterritorialité du droit américain, qui est absolument scandaleux. On l'a vu pour la Somme. Et quand ça ne leur convient pas, ils s'assiedent dessus et ils utilisent ce qu'ils appellent les règles, rules. Or, le droit international aujourd'hui, il faut l'entendre comme des engagements réciproques de pays qui sont reconnus par la communauté internationale, la France et l'Italie par exemple, qui signent un traité qui les engage réciproquement. Et ça, c'est du vrai droit international. C'est-à-dire que le droit international, c'est la somme de tous ces droits internationaux. Voilà. Donc, on n'est plus dans le schéma de l'époque du Kosovo. La Russie a repris sa place et le droit international il n'est plus exclusivement au bénéfice des États-Unis. Tout à fait. Alors, je vais répondre à une question qui est personnelle, je ne le fais pas d'habitude. Moi, je me demande, si je ne m'abuse, vous êtes Shakura, fille d'officier militaire. Source, renseignements intérieurs et extérieurs. Alors, effectivement, vous êtes très bien renseignée, et je suis la fille, effectivement, de l'équivalent d'un général de brigade dans l'armée de l'air syrienne. Ma maman est une Française auvergnate pur jus, et mon papa était un officier militaire syrien de très haut rang, qui a quitté la Syrie en profond désaccord avec les coups d'État successifs qui ont détruit la République syrienne, et c'était un opposant assumé au clan Assad, dont le père de Bachar al-Assad, le dictateur actuel, était dans la même promotion militaire que mon papa, et il avait toujours un petit sourire en me disant qu'il était sorti mieux placé que lui. Voilà pour la petite anecdote. Donc nous ne sommes plus à l'époque de la guerre d'ex-Yougoslavie. Voilà. La Russie a repris sa place, elle veut le faire savoir,
elle a créé des institutions autour d'elle sur le plan international qui sont en train de déranger l'ordre établi par les Américains depuis 1945. Les BRICS sont en train de prendre une ampleur monumentale dans le monde. Il y a énormément d'États sur les rangs pour rentrer dans cette organisation, dont l'étape d'après, qui est en train de se préparer, c'est de créer une monnaie alternative au dollar. Pour l'instant, les choses sont en train de se faire en échangeant avec les monnaies nationales, mais il est prévu, dans des délais assez courts, de créer une monnaie commune à l'intérieur des BRICS. Vous comprenez bien que là, les sanctions économiques contre un État ou contre un autre, qui étaient des sanctions en fait de transactions en dollars. À partir du moment où vous n'échangez plus en dollars, les sanctions économiques ne tiennent plus. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs, justement, Général Coustou, de ces sanctions économiques cosmétiques que nous avons voulu imposer à la Russie, alors que nous payons les pots cassés finalement, l'inflation, les ressources en gaz et en pétrole qui nous coûtent un bras. Ne parlons pas de la commission de régulation de l'énergie française, sinon je vais m'agacer. Donc voilà, on a quand même tout un système de fourniture finalement d'énergie qui tout de suite est malade en fait. Ça va pas du tout. Donc les sanctions, c'est contre nous qu'on les a prises. Écoutez, cette question, je crois qu'on pourrait presque la poser à un élève de 6e. Tellement c'est énorme. Attendez, j'ai entendu des déclarations buesques. Qui est-ce qui constate une inflation galopante? Qui est-ce qui constate un déficit budgétaire croissant? Qui est-ce qui constate une dette abyssale? La France, et puis j'en passe, c'est des meilleurs. Bon, les sanctions se sont retournées contre nous. J'ai évoqué le cas du pétrole. Il y a des entreprises comme Renault qui sont revenues. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont imposé leur diktat. Les États-Unis qui imposent qui peut faire quoi sur la planète. Je crois que ce temps est révolu. Donc nous ne sommes pas souverains parce que, pardonnez-moi, mais nous avons un président qui devrait veiller aux intérêts du peuple qui lui a accordé sa confiance, très partiellement, mais qui au contraire a les yeux tournés vers ailleurs, vers Bruxelles. Les intérêts de la France ne sont pas les mêmes que ceux de l'Allemagne ou des États-Unis. Moi, je ne suis pas pro-russe, je ne suis pas pro-américain, je suis pro-français, que ce soit clair. Mais, vous êtes patriote. Mais aujourd'hui, la France est un protectorat américain. Je ne demande pas à ce qu'elle devienne un protectorat russe, mais il faut qu'on se sorte de ce guêpier. Hein. On n'est plus maître chez nous. Le nombre d'entreprises d'intérêt stratégique qui ont été vendues aux États-Unis, la plus marquante, c'est Alstom. Pour moi, Alstom, c'est un des deux grands scandales de la gouvernance du actuel président. Le premier, c'est la crise sanitaire. Le plus grand scandale, la plus grande arnaque de l'histoire de l'humanité. Mais on ne va pas parler de ça, c'est pour en fâcher certains. Bon, voilà, non, mais un président qui ne travaille pas pour nous. Donc c'est. Bon, on en parlera peut-être, mais c'est lui qu'il faut changer. Et pas que lui. Non, mais on va en parler. Je vous le confirme, on va en parler. Puisque quand on arrive en fait on arrive à une conclusion simple avec tout ce qu'on vient de discuter sur les relations franco-russes qui se sont détériorées. D'ailleurs, on se demande comment, parce qu'il y a toujours eu des liens très forts avec la Russie, quelles que soient les époques. Oui. On a toujours réussi, malgré les différences de régime très importantes. Enfin, je veux dire, on n'avait quand même pas grand-chose en commun avec le régime stalinien, soyons clairs, quoi. Bon, et les purges de masse et compagnie. Mais on a toujours réussi à garder des relations étatiques constructives et ça a été au bénéfice des deux peuples, clairement. Soyons très clairs là-dessus. Et on doit aux Russes une fière chandelle quand même. Sans eux, il n'y aurait pas eu de victoire en 1945. Soyons quand même reconnaissants, un minimum. Bien. Une fois ces choses dites, on arrive à ce degré surréaliste de tension entre la France et la Russie, avec un chef de l'État déconnecté, capable de dire
tout et n'importe quoi, affolant même ses alliés en disant mais où il va, où il va, où il veut aller avec son armée, pourquoi il veut provoquer les Russes, pourquoi il va se faire éclater, il va nous emmener à la catastrophe, etc. Tout le monde a rétropédalé. Vous avez remarqué quand même, général, que les Allemands ont dit, et là, ils ont dit nein, on n'y va pas. Nein, c'est hors de question. Bien. On en est là. Nous, on assiste à ça en se disant, c'est quand même pas permis qu'on continue le narratif. On va vous envoyer des chars qui ont 40 ans d'existence. Enfin, je veux dire, moi, je suis ukrainienne, je pèterai les plombs, honnêtement. Hein. Je dirais, mais il se fiche de moi, quoi. On est en train de mourir par dizaines de milliers et lui, il nous refile des chars qu'il veut mettre à la poubelle. Enfin, c'est quand même un truc de dingue. Bien. On en est là et on se dit, il est capable du pire. Alors, on l'a déjà constaté chez nous. Reparlons des Gilets jaunes, par exemple, général Coustou. Ah là là. Vous confiez pendant ces 2 interviews à Armel Joubert-Desouches que, selon vos informations, Emmanuel Macron a pris peur en 2018, sérieusement peur. Et il s'est quand même posé des questions qu'un président dans une démocratie ne se pose pas. C'est-à-dire, dois-je faire intervenir l'armée? Vous confirmez? Absolument. Alors, on m'a fait dire des choses que je n'ai pas dites quand même. Hein. Je n'ai jamais dit que le président avait ordonné qu'on tire sur la foule. Mais, je dis, c'est que un soldat, soit il intervient dans le cadre d'une inondation, d'une marée noire, peu importe, une catastrophe naturelle, avec ses bottes et ses pelles, peu importe. Là, c'est dans le cadre des catastrophes naturelles ou industrielles, etc. Bon, il est employé comme une main-d'œuvre ordinaire. Soit il est employé comme un soldat, avec son arme, et un soldat ne veut pas se laisser marcher sur la figure. S'il est acculé en dernière extrémité, il va se défendre avec son arme. C'est son métier. À partir du moment où le président avait décidé de déployer l'armée, de mettre des militaires entre les manifestants et des lieux à protéger, les Bourbons, il admettait de facto la possibilité qu'en dernière extrémité, les soldats se défendent avec leurs armes, c'est-à-dire tirent sur le peuple. Et c'est là que les militaires l'ont fait comprendre que ça ne se ferait pas. Bon, parce que c'est pas possible. L'armée est là pour protéger la population. Alors, si ça va mal, parce que les gilets jaunes ne sont pas forcément des fauteurs de troubles, j'en connais beaucoup, mais seulement ils ont été infiltrés. Il peut toujours y avoir des gens qui perdent la raison, qui vont provoquer un soldat. Donc, le président a admis la possibilité d'une bavure. C'est ça qui est gravissime. Voilà. Nous sommes théoriquement dans une démocratie. Il a surtout admis que sauver sa peau était plus important qu'écouter le peuple. Ah, si vous le dites, je n'ai pas besoin de le répéter. Non. C'est bien comme ça qu'on l'a perçu de notre côté de la barrière. Hein. C'est dramatique. N'oublions pas les éborgnés, les gens avec des mains arrachées, les gens enfermés par milliers dans des gardes à vue illégales et abusives. Et ça continue, général Coustou. Ça continue. On est en 2024 et ça continue. Donc, beaucoup de questions dans le chat. Alors, non pas sur mon pédigré et mon patrimoine et mon héritage personnel, j'ai répondu merci de passer à autre chose, mais sur la suite. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, général Coustou, pour sauver la France? Vous savez qu'il y a beaucoup de questions et vous l'avez déjà dit en interview, beaucoup de gens vous demandent quel est le rôle de l'armée dans le sauvetage de notre pays, s'il y a encore un sauvetage possible. Il y a beaucoup de gens qui attendent, mais moi, j'aurais plutôt tendance à penser qu'il y a quelque chose de collectif à faire. En fait, on ne peut pas attendre des autres d'être sauvés. Il faut se sauver nous-mêmes. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment on sauve la France, général Coustou? Alors, la question que vous me posez, moi, je n'aurais pas posé comme ça. Ou plutôt, la réponse que vous sous-entendez, c'est que la France ne va pas bien. Il s'agit de la c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. J'aurais dit ça. Je vous laisse la responsabilité de cette affirmation. Moi, je dirais que la France va très, très mal. Nous avons
appelé l'attention de nos gouvernants en 2021 avec la lettre à nos gouvernants, qui avait recueilli 27 000 signatures de militaires à la retraite, dont 61 généraux. Bon. Nous avons simplement alerté nos gouvernants à dire la France d'élite, faites quelque chose. Faites pourquoi vous êtes, on appelle ça comme ça, grassement payés. Ils nous avaient ignorés, ils nous avaient moqués, ils nous avaient ridiculisés, ils avaient menti. Passons. 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, qu'en est-il? C'est pire. C'est pire. Tous les indicateurs sont négatifs. Qu'est-ce qui va bien en France aujourd'hui? Rien. Bon, rien. Il faut demander aux agriculteurs, aux gens du service de santé, etc. Bon, ça fait 7 ans que notre président est au pouvoir quand même. Alors, les choses n'ont pas commencé avec lui. Non. Si on voulait vraiment aller loin, mais je ne fais que citer, moi je dis que ça a commencé à se dégrader depuis la Révolution. Parce que notre chère République, avec la kyrielle de révolution qui a eu lieu au XIXe siècle, quand même, il ne faut pas l'oublier, République qui est née dans le sang, on a coupé la tête d'un roi, les guerres de Vendée, la terreur, tout ça dans le désordre. Bon, c'est quand même bien le résultat, ce qui a donné lieu à la République. Hein. Alors moi, la République, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, je n'ai toujours pas compris. Bon, on va aller tout de suite au but. Hein. Donc, en 2000, oui. Alors, plus récemment, il faut toujours étudier l'histoire pour savoir ce qui se passe aujourd'hui et comment régler les problèmes. Ce qui a été grave, c'est d'une façon très récente, c'est le référendum de M. Sarkozy, par lequel il demandait aux Français s'ils admettaient qu'on transfère une partie de notre souveraineté à l'Union européenne. Les Français ont dit non. Chirac, 2005. Président Chirac, 2005. Oui, 2-3 ans après, par le... Là, c'est Sarkozy. Là, c'est sous Sarkozy, le traité de Lisbonne. Ouais. Par la réunion du Congrès à Versailles, on a changé quelques virgules et on a abouti au traité de Lisbonne. Les représentants du peuple, mandatés par le peuple, ont cautionné, c'est-à-dire qu'ils ont trahi le peuple. Et de ce fait, là, il y a un problème de légitimité. C'est-à-dire que le régime actuel, depuis cette époque, sont putatifs. Ils ont l'apparence de l'égalité, ils sont illégaux. Bon, ça, il faudra quand même que les gens qui sont au pouvoir s'en souviennent un jour quand on va leur demander des comptes. Alors, que faire? Les gouvernants, en fait, je l'ai évoqué, voient comme ligne d'horizon la prochaine échéance électorale. Moi, les élections, je n'y crois plus. Les partis politiques, je n'y crois plus. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas. Pourquoi? Parce qu'un coup c'est oui, un coup c'est non. En fait, ils permettent que le système perdure. Or, pour moi, il n'y a pas de solution. Il faut changer de régime. Mais pas un homme. Alors, il y en a qui prônent la destitution du président. Je crois que ça ne changerait pas grand-chose parce qu'on en trouvera un autre pour mettre à la place. Il faut changer toute l'équipe, tous ces gens qui trahissent la France. Non seulement le président, mais les ministres, tout le gouvernement qui cautionne sa politique. Parce qu'ils sont là, pourquoi? Ils sont là pour la gamelle, je suis désolé. Hein. J'en veux aussi à ceux qui ont mis le président en poste, qui ont financé sa campagne et qui le maintiennent et qui le tiennent. Alors, il y en a qui sont en France et d'autres qui sont ailleurs. Nous ne sommes plus un pays souverain. Donc, la première chose à faire, c'est à retrouver notre souveraineté. Pour faire quoi? Pour décider nous-mêmes du destin que nous voulons nous donner. C'est tout ça la souveraineté. On a la possibilité de dire oui ou non. Or, aujourd'hui, on ne peut pas, parce que nous sommes à la solde des Américains. Donc, il faut changer de régime. Il faut faire ce qu'on appelle une transition, passer d'un régime à un autre. Alors, il ne nous appartient pas de dire ce qui conviendra au peuple français, mais il s'agit d'œuvrer dans cette direction. Alors, la difficulté, c'est qu'il faut à la fois travailler dans le court terme, dans le moyen terme et dans le long terme. Parce qu'en fait, il y a tellement de choses à faire. Pour le long terme, évidemment qu'il faut reprendre complètement la question de l'éducation nationale. Aujourd'hui encore, les enseignants, hier, aujourd'hui, protestaient. Bon, qui manque de moyens, c'est possible, je veux bien. Mais si on commençait par apprendre à lire correctement à nos enfants,
en utilisant la méthode syllabique grâce à laquelle mes 6 enfants ont appris à lire, je pense qu'on aurait déjà fait un gros progrès. Or, pas touche à la pédagogie, mais honneur au pédagogisme. Voilà. Donc ça, c'est le long terme. Il faut refaire toute l'éducation d'une population. Il faut retrouver notre civilisation. Il faut redonner une dimension verticale, spirituelle à notre société. Nous sommes d'essence chrétienne, comme le veut du nom. Il suffit de survoler la France, devant d'innombrables clochers. Ils ne sont pas tombés du ciel, ils ont peut-être été inspirés par le ciel. Bon. Donc, nous avons des règles élémentaires très claires. Il faut revenir aux sources. Ça ne veut pas dire qu'il faut être nostalgique du passé. Ce n'est pas ça. Il y a des valeurs qui sont toujours valables. Et le tu ne tueras point d'il y a 2000 ans est toujours valable aujourd'hui. Voilà, donc, long terme. Alors, à plus court terme, donc, il faut faire le ménage. J'avais été amusé un jour à faire une liste, une espèce de brainstorming, ou une liste à l'après-vert de tout ce dont devrait débarrasser la France. Des scories qui nous encombrent et qui nous empêchent de nous réformer. Aujourd'hui, on ne peut rien faire à l'état actuel des choses. Alors, la tyrannie des minorités, la fraude fiscale, la fraude sociale, les syndicats politisés, l'éducation nationale qui formate nos enfants. J'en ai toute une liste et redonner une dimension spirituelle à la France. Nous sommes matérialisés. Il faut qu'on évacue la culture woke qui vient des États-Unis. Nous sommes complètement matérialisés. Aujourd'hui, le critère, c'est l'argent. Et là, je vais encore faire une page de publicité. J'ai découvert un livre récemment qui s'intitule « La mafia et la Maison Blanche ». Par ce livre, l'auteur explique les connexions qu'il y a entre la police, la justice et le pouvoir au plus haut niveau des États-Unis. Tous les présidents des États-Unis sont tenus plus ou moins par la mafia, voire impliqués. J'ai suggéré à l'auteur d'écrire la même chose en remplaçant Maison Blanche par Élysée. Je ne sais pas si ça viendra un jour. Bon, il faut qu'on assainisse la France. Il faut qu'on donne un grand coup de Karcher. Tant qu'on n'aura pas fait ça, on ne pourra pas réformer la France. Elle ne pourra pas fonctionner normalement. Donc, alors, comment nettoyer les écuries d'Augias? Comment? Il y a beaucoup de choses qui se font actuellement. Je peux guère vous en dire plus aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai été contacté par 2 personnes qui ont des projets différents, complètement différents. Les résistants, en général, ils font des conférences, ils écrivent des articles, ils écrivent des livres, ils éveillent les Français. Ça, c'est une première chose à faire. Il faut éveiller et réveiller les Français. Ils roupillent les Français. Il faut les réveiller. Mais, me disent-ils, au-delà, le chaos est incontournable. Il y a peut-être des solutions pour éviter le chaos. Et moi, ça m'intéresse, parce que j'ai quand même bientôt 6 arrière-petits-enfants. Voilà. Donc, on y va pas à pas. Il y a des solutions. Il y a des gens qui ont pris conscience de ce qu'on peut faire dans la légalité, je rappelle toujours, dans la légalité, et en évitant que le sang ne coule. Ça paraît un peu utopique, en fait, ça ne l'est pas complètement. Mais s'il n'y a qu'une chance que ça puisse se réussir, je ne vois pas pourquoi je la laisserai passer. On va en reparler très bientôt, plus ouvertement. Il y a des solutions. La jeunesse, il faut s'occuper de la jeunesse. Et ça, c'est le travail de longue haleine. Avant de s'occuper de la jeunesse, on pourrait s'occuper des parents aussi. Ah ben oui. Il y a un taux de misère galopant dans notre pays, Général Coustou. Il y a un taux de chômage qui est complètement caché par des chiffres officiels qui ne prennent pas en compte les radiations, le fait que des gens ne passent plus par le fameux Pôle emploi ou France Travail, qui a des délais absolument scandaleux pour inscrire les gens, qui ne les aident pas, qui ne les accompagnent pas. Vous avez des gens qui sont avec un niveau de survie. On parle beaucoup des gens avec des revenus minimaux en disant que ce sont des assistés. Je vous assure que pour connaître très bien ces populations, c'est une souffrance absolument incroyable parce qu'une fois que vous êtes dedans,
tout est fait pour que vous y restiez et que vous ne retrouviez pas d'emploi. Absolument. Donc, il y a des discours, en fait, si vous voulez, d'affichage qui correspondent à rien dans la réalité sur le terrain. On a de plus en plus d'enfants qui vivent dans la rue avec leurs parents. On a des familles entières qui n'ont plus de logement. Enfin, je veux dire, on est dans une situation de misère qu'on n'a jamais vue depuis la guerre, puisque les 10 ans qui ont suivi la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le pays a galéré avec des bons de rationnement, des choses comme ça. Mais en 10 ans, le pays a réussi à se relever. Là, pour la première fois depuis les 5 dernières années, le taux de mortalité infantile a augmenté en France. Ça vous donne une idée de la situation dans laquelle on est. Vous avez aujourd'hui des gens qui meurent aux urgences des hôpitaux faute de soins. On a régressé à un degré qui est inimaginable pour votre génération et la mienne. Nous avons connu des services publics performants. Nous avons connu un système de redistribution efficace. Il y avait des problèmes, il y en a toujours eu, mais jamais à ce degré. Qu'est-ce qui, pour vous, est une urgence parmi toutes ces urgences et ces priorités? Je crois qu'il faut réveiller les gens, il faut les réveiller. Les voies habituelles des élections, tout ça, les idées sont pipées. C'est clair. Hein, on dénonçait il n'y a pas longtemps les élections de Vladimir Poutine. On ferait bien de balayer devant notre porte. Hein, on est d'accord. Parce que, bon, il y a tellement à dire. Alors, je dis souvent que nous sommes tous des colibris. Nous avons tous à nous serrer les coudes. Nous devons informer nos voisins, les éveiller. Je vous donne un exemple concret. Un exemple concret. Ça va peut-être vous amuser. Au moment des mesures ubuesques qu'on nous a imposées lors de la crise sanitaire, bon, moi je ne voulais pas embêter les personnes qui étaient aux caisses des magasins. Alors, voilà. Tyrannie sanitaire. Tyrannie sanitaire. Et puis, on m'a offert celui-là. Mascarade. Et puis, une dame m'a offert celui-là. Alors là, je ne vois pas. D'accord, oui, ok. Masque vous êtes un homme dangereux quand même. On a des masques à gaz. L'appareil normal de protection, dont la paroi caoutchoutée permet l'étanchéité. Et malheureusement, il n'y a pas la parité, puisqu'avec la barbe qui pousse chez les hommes, ça laisse passer ce qu'on ne voudrait pas qu'il passe. Bon. Alors, quand on nous met un bout de tissu comme ça sur le visage, qu'il y en ait, que les personnes en aient besoin ou y croient, pourquoi pas. Mais globalement, moi j'ai vu sur les bords de mer ou en pleine forêt, des gens avec le masque. Ce genre de choses, ça ne coûte rien. Ça permet d'interpeller le voisin. On reste dans la légalité. Les gens vont poser des questions. Voilà, c'est une manière très simple d'éveiller les gens. Il y aurait de multiples autres possibilités. Vous avez parlé des hôpitaux. M. Macron, au cours du deuxième quinquennat, est allé visiter un hôpital à Cherbourg. En fin de journée, il prescrivait un rapport flash pour la fin du mois, un exercice sur l'état de l'hôpital. Il avait déjà vécu un quinquennat. Il ne connaissait toujours pas l'état de l'hôpital. Nous sommes dans un monde du mensonge. Nous devons être en quête de vérité. Nous devons dénoncer le mensonge. Et ça, chacun de nous peut le faire. Quelquefois, ça demande du courage. On sait très bien que la censure existe sur nous. La censure, on nous parle de la Russie. Il n'y a pas un seul média français qui est censuré à Moscou. Vérifiez. En revanche, les médias russes n'arrivent pas tous à Paris. Bon. Ils sont interdits de diffusion. Ils sont interdits de diffusion dans toute l'Union européenne et on parle de 2 réseaux majeurs d'information, de canaux russes d'information qu'on avait avant, qui étaient présents sur l'Union européenne. Ce sont le réseau RT et le réseau Sputnik, qui sont aujourd'hui introuvables, sauf par des moyens un peu détournés. Il y a également des plateformes qui ont été interdites. Je parle de la plateforme Rumble, qui ne censurait pas les vidéos et qui ne censurait pas les directs de chaînes alternatives comme la mienne, une petite chaîne alternative.
mais qui n'était pas censuré sur Rumble. Rumble n'a plus d'autorisation également d'émettre sur toute l'Union européenne et en particulier en France. C'est la France qui a coupé en premier cet accès. Nous sommes un pays extrêmement surveillé. Toutes les indications des plateformes de grands réseaux sociaux on l'a su l'année dernière. Les directeurs en fait français de ces plateformes de réseaux sociaux ont tous été convoqués au ministère de l'Intérieur pour discuter de la censure, pour discuter de ce qui était possible de diffuser ou pas, de ce qui serait dénoncé par les plateformes pour éviter d'engager leur responsabilité pénale vis-à-vis de l'État français. Et on est en train de passer à la vitesse supérieure. Donc, oui, on est censuré. Comment on va faire pour communiquer, Général Coustou, une fois qu'on nous aura coupé tout moyen de communiquer publiquement? Oh, il y a toujours des solutions. Alors, il y en a qui vont dans le survivalisme. Je n'irai pas jusque-là pour prendre quelques précautions. Vous savez, je suis très optimiste. D'ailleurs, pourquoi? Je ne crois pas que nous allons gagner. Je sais que nous allons gagner. Oui, ça vous fait sourire. Non, vous avez raison. Vous avez raison. Je vais expliquer pourquoi. On n'a pas le choix. Je ne suis pas un politologue de haut niveau. Regardons l'histoire. Tous les empires sont passés. Jules César, Gengis Khan, Tamerlan, Napoléon, Hitler, l'Empire soviétique, je ne mets pas tout sur le même plan. Pourquoi? Les empires étaient puissants quand ils reposaient sur deux leviers, sur deux piliers, pardon. La force, c'est-à-dire l'armée, et la finance, c'est-à-dire l'argent. Sauf que tous ces empires ont disparu parce que quand on est trop bien fourni, on finit par se ramollir. Et c'est celui qui est dans le besoin qui prend la place. Donc aujourd'hui, quels sont les empires? L'empire, c'est encore les États-Unis finissant, Vanguard, BlackRock, le nouvel ordre mondial qui se met en place. Mais ces gens de Davos, là, qui se font construire des blocos dans des îles Bahamas, je ne sais où, ils vont rester combien de temps dans les blocos? Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rester leur vie sur leurs îles? Bon, moi je crois ça nous ferait des vacances, hein, général. Hein. Aujourd'hui, chère madame, je suis un semeur. Je ne dis pas que je suis un moissonneur un jour. Serrons-nous tous les coudes, informons-nous, restons motivés. Je sais que nous gagnerons. Peut-être que je ne le verrai pas, ça n'a aucune importance. L'important, c'est de pouvoir se regarder dans la glace le matin. Voilà. Et ces tyrans qui veulent nous réduire en esclaves que nous sommes déjà en partie, ils auront un jour à rendre des comptes. Vous savez, je ne sais pas si c'est bientôt le mot de la fin, mais moi j'avais quand j'étais jeune, j'avais une devise, c'était toujours y croire. Et bien aujourd'hui, à 79 ans bientôt, j'ai toujours cette devise en moi. Alors, on a voulu m'empêcher de parler, on m'a menacé, des sanctions, il y a quelques années. C'est pas ça qui va me faire taire. Il faut durer jusqu'au bout, car nous gagnerons, comme disait l'autre, parce que nous sommes les plus forts. Il faut que nous serrions les coudes. Il faut parler à nos voisins. Mais il ne faut pas se tromper d'ennemi. Malheureusement, trop souvent, on se chamaille entre nous. Hein. Non, l'ennemi, il n'est pas là, l'ennemi, il est à l'Élysée. C'est lui qui détruit la France. Ce n'est pas Poutine qui détruit la France. Il n'a que faire. Vous croyez que Poutine, il a envie d'envahir la France? Il suffit de regarder une carte. Quand vous voyez la Russie, quand vous voyez la France, il n'a pas besoin de la France pour vivre. Nous, non. Au contraire, on a besoin de la Russie. Oui. Oui. Parce que... il y a deux points. Là, il y a vraiment un manque d'équilibre de nos dirigeants qui ne sont même plus capables de regarder qui on a en face, c'est-à-dire juste le plus grand pays du monde géographiquement. Oui. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien. Le problème, c'est qu'on n'a pas le même logiciel. Moi, je calcule en base 10 en mathématiques. Eux, ils calculent en base 12, 15, je ne sais pas. On ne peut pas se comprendre parce que les intérêts du peuple, qui sont ceux qui m'intéressent en tant que soldat, ne sont pas les mêmes que les intérêts de mon président, qui lui regarde ce qui se passe à Bruxelles ou bien ailleurs. Parce qu'en fait, le pouvoir, ce n'est pas lui qui l'a. Le pouvoir, il l'exerce. Et s'il avait des velléités d'assumer la souveraineté de la France, il y en a qui le rappelleraient alors en lui disant « Vous n'êtes pas là pour ça ». C'est ça la réalité des choses. Est-ce que les Français le savent? Mais non.
la mafia est au pouvoir partout, y compris chez nous. D'ailleurs, il ne faut pas se décourager. Il y a beaucoup de choses qui suintent, que ce soit pour la crise Covid, que ce soit pour la pédocriminalité, est un sujet extrêmement délicat pour lequel de plus en plus de langues se délient. Bon, et c'est difficile parce qu'ils sont tout puissants, hein, mais la vérité finit toujours par vaincre, j'en suis certain. Merci beaucoup, Général André Coustou. J'espère que je suis sûre que vous n'avez pas été déçu dans l'auditoire et toutes celles et ceux qui auront l'occasion de regarder cette émission en replay vont découvrir un homme d'une grande ténacité, avec une personnalité très entière et courageuse. Général Coustou, j'ai une question avant de vous laisser le mot de la fin. Oh là là. C'est une question que je pose en général à tous mes invités. Pourquoi avez-vous accepté cette interview sur Place à la démocratie, qui est un petit média que vous ne connaissiez pas du tout et qui, a priori, ne fait pas partie du tout de votre spectre médiatique? Alors, c'est peut-être maintenant la 8e interview que je donne. J'en ai une autre lundi prochain et une autre le lundi d'après. Bon, je n'ai rien demandé à personne. J'ai écrit un ou deux papiers qui n'ont pas fait plaisir, ça a fait le buzz. Je n'ai rien demandé. Donc, si on me pose des questions, je réponds à pourquoi à vous. D'abord, Armel Joubert-Desouches de Nexus est un ami. Il habite à 2 ans Cablure. Vous m'avez dit que vous connaissiez bien Christine de Vigencourt, une grande dame que j'ai découverte aussi. Alors, avec ces deux références, j'y suis allé les yeux fermés. Et je réponds toujours aux questions quand on me les pose. Je ne vais pas financer. Un soldat ne peut pas mentir parce que c'est la vie qui est en jeu, la sienne et celle de ses subordonnés. On n'imagine pas la responsabilité qu'on a. J'ai un camarade qui a commandé un régiment d'hélicoptères de combat dans la guerre en Irak. Et un jour qu'il en parlait, il dit, moi, j'avais un souci, c'est de ramener tous mes mecs. Mais nous, on a un président qui va envoyer ses mecs en Ukraine. On n'est pas dans le même registre, vous voyez. Voilà. Donc, j'ai accepté de répondre à vos questions. Il y en aurait eu bien d'autres. J'ai répondu sans beaucoup de diplomatie, mais on ne se refait pas. Hein. Moi, ça me convient très bien. C'est quand même le ton de cette émission. C'est justement pas de filtre, pas de tabou. Donc, honnêtement, vous êtes un invité idéal pour ça. Je vous laisse le mot de la fin. Vous abordez le sujet qui vous plaira. Et j'ai une toute petite dernière question. À votre avis, pourquoi le président de la République a évoqué avec insistance Odessa? Pourquoi Odessa en Ukraine spécifiquement? Moi, je crois pas qu'il y aura la guerre. Bien, franchement. Quand il a parlé de troupes au sol, il y a un tollé de la part des pays européens, de l'OTAN et même des États-Unis. Poutine a dit, à l'aise, les Occidentaux n'ont pas envie de se battre avec moi sur le terrain. Il n'y aura pas la guerre. Sauf que, donc j'avais presque envie de dire merci M. Macron, sauf que, comme je l'ai dit, les États-Unis sont eux qui tirent les ficelles. Ils sont capables de beaucoup de choses. Alors, moi je crois que ça fait partie d'une gesticulation. Il sent qu'il perd la partie. Il n'a plus de prise sur le peuple. Il essaie de s'en sortir comme il peut. C'est pas nouveau, hein. Quand on vous a interdit de déposer une gerbe le 11 novembre après-midi au Trocadéro, c'est un vrai scandale. Nous étions 7. Hein. Bon, quand on vous a interdit une marche, bon. Donc, il joue, moi je crois qu'il joue son va-tout. Hein. Comme il sent qu'il perd la main, qu'il va perdre, il va jusqu'au bout. Madame van der Leyen, qui ne veut pas dévoiler les contrats avec Pfizer, hein, la pression... Ça bouge, hein. Ça bouge hein, là-dessus. C'est en train de bouger. Moi, je crois qu'il ne sait plus où aller, il ne sait plus quoi faire. Non. Je crois pas, franchement. Hein. Et puis à côté, il y a un tas de courtisans là, qui n'osent même pas lui dire de se remettre sur le droit chemin. On lui a fait une proposition le 20 novembre, nous avions écrit avec mon avocat une lettre ouverte au président, chef des armées. Elle n'a pas eu de succès du tout. Pourquoi? Parce que, rendez-vous compte, on m'a soupçonné de me macroniser. Non, vous? Parce que nous avons lu une lettre très respectueuse, hein, que les gens ne pouvaient pas comprendre. D'ailleurs, j'étais obligé de me réfugier sur un site de pétition, mais je vous assure, tout en bienveillance et respect.
aucune réponse. Violent par là même. La loi sur les lanceurs d'alerte, dans le décret d'application, avait été promulguée il n'y a pas longtemps avant. Donc, même quand on l'écrit, il ne répond pas. Il doit avoir des services. Moi, je crois qu'il perd la main complètement. Il ne sait plus quoi faire. Déjà, avant, il faisait des choses qu'on ne comprenait pas, mais maintenant, on comprend pourquoi on ne comprenait pas, et c'est désespérant. Le problème, c'est la France qui est en jeu, qui se ridiculise, qui se discrédite. C'est la France qui met en jeu. Qu'est-ce que nous valons sur la scène internationale, au plan diplomatique? La France a un rôle. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je sais que la France redeviendra ce phare de l'humanité qu'elle a été pendant longtemps. Je sais qu'il y a beaucoup de pays qui nous attendent, qui nous observent et qui nous attendent, car tous ces pays africains, ils savent bien, et Poutine pareil, il faut le distinguo entre nos gouvernants et la population. Nous ne sommes pas contre le peuple russe, ni contre les Africains. En revanche, les gouvernants. Donc, je crois que notre président, je ne sais pas s'il arrivera au terme de ses 50 de quinquennat. Moi, je ne lui souhaite pas de malheur, mais je suis surpris qu'ils soient encore là, franchement. Parce que quand des parents voient que leur enfant est perdu, ou leurs aïeux, ou leurs parents, à cause de mesures complètement ubuesques, quand les gens sont désespérés, quelquefois ils peuvent aller très loin. Eh bien, à part un œuf par-ci ou une baffe par-là, je trouve qu'ils s'en tirent bien. Attention, je n'appelle surtout pas à la violence et à l'illégalité. Je trouve qu'ils s'en tirent bien, mais lui le sait et lui commence à être inquiet. Vous constatez comme moi, le degré de colère grandissant dans la population. Je sens que ça vous inquiète, ce degré de colère, parce que justement, il y a un tel ras-le-bol que ça commence à se voir, comme d'habitude, par catégorie, mais en fait, ça gagne absolument tout le monde. Le syndrome, vous savez, du frigo vide ne calme pas les esprits. En général, ça les échauffe. Donc, ce dont vous pourrez nous parler un peu plus ouvertement dans les semaines qui viennent, peut-être les mois qui viennent, j'espère que vous viendrez en parler sur place à la démocratie, vous serez toujours le bienvenu, c'est justement essayer de trouver cette voie médiane, cette troisième voie, pour éviter que le peuple en colère se retrouve devant un matraquage en règle. On a quand même des chars dans la gendarmerie contre la population. On a des blindés qui ont été achetés, ça s'appelle les Centaures, qui ont été achetés pour aller contre le peuple qui manifeste dans ce pays. C'est du jamais vu, quoi. Enfin, là, vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Donc, on est sur ce fil aujourd'hui. Je vais être plus claire. Vous voulez tout faire pour éviter la guerre civile. On est bien d'accord. Pour éviter la guerre civile. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Vous savez, parmi les gens d'active, que ce soit l'armée, la gendarmerie, etc., les gens, ils sont comme nous. Nous, comme moi je suis président d'honneur de Place d'Armes, je m'exprime ici à titre personnel, mais nous disons, nous écrivons, nous parlons. Nous ne sommes pas les porte-parole, mais nous disons ce que les autres ne peuvent pas dire, les gens d'active. Nous savons très bien que c'est pour ça qu'il y a une érosion, qu'il y a des départs, des missions. Les gens n'en peuvent plus, ils sont comme nous. Bon, et le jour où ça se passera mal pour le président et pour le pouvoir, je ne doute pas que tout le monde basculera du bon côté. Parce que chacun, vous savez, au début de la guerre mondiale, il n'y avait que des pétinistes. À la fin, il y avait des gaullistes. Et les gens, ils penchent du côté qui sert leurs intérêts. Bon, bien, quand ils vont sentir qu'on change de main, ça va se faire tout seul. Quand le fruit sera bien blette, il va tomber tout seul. J'espère que ça va se passer sans trop tarder, parce qu'il y a d'autres dangers qui nous guettent. Très bien. Eh bien, autre chose que vous auriez à dire pour finir cette émission? Un mot de la fin? Nous gagnerons parce que nous sommes les plus forts. C'est un mot de la fin que j'aime beaucoup. J'y souscris. Un tout petit peu de patience, ça vient. On va continuer aussi à réinformer, on va continuer à faire notre part de petits colibris. Chacun doit s'y mettre de son côté à hauteur de ses moyens. Là où il est, modestement.
moi que je suis la France, modestement, chacun, en fonction de sa compétence, de sa disponibilité, de ses goûts, etc., chacun doit apporter sa quote-part. Hein. C'est en nous serrant les coudes que nous y arriverons. Voilà. J'espère que les tops qui nous écoutent vont faire augmenter l'information. Merci aussi pour ça, parce qu'on en a quand même trouvé une que j'ai affichée en direct. C'est quand même la première fois, c'est la 61e émission en direct, Général Coustou. 61e. Ça fait 2 ans que je fais ça. Je n'ai jamais eu de questions personnelles. C'est la première fois. Je n'ai jamais eu de questions personnelles sur aucune émission en direct. C'est la première fois que ça se produit. Et c'est sur ma généalogie et le fait que mon père était un militaire de haut rang comme vous-même. Voilà, ça n'est jamais arrivé. Donc les taupes sont là et elles se trouvent le courage de se révéler ce soir. Faites remonter l'information, messieurs, dames. Que ça arrive bien là où ça doit arriver, sans filtre. Merci infiniment, Général André Coustou. Vous restez avec moi quelques petites minutes après la fin de ce stream. Je remercie vraiment toutes celles et tous ceux qui nous ont accompagnés pendant 1 heure, presque 46 d'émission. Et à très vite, sans doute à demain pour une autre émission très intéressante aussi, vous le verrez, où on creusera le sujet franco-russe avec un invité spécial, s'il arrive à respecter le protocole avec le StreamYard. Ça va être un problème technique, on va essayer de régler. Et en principe, on se dit à demain soir. Et à très vite. Merci beaucoup, Général.